Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes là où il faut être pour être bien informé sur les nets. Vous êtes sur WAB Info Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Cette émission s'appelle Géopolitique, une émission qui reçoit les journalistes qui réfléchissent très bien sur des questions de la vie quotidienne de la population congolaise d'une manière particulière et la population du monde entier en général. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble sur ce meilleur plateau de WAB Information TV avec Monsieur Jenin Touali. Je m'en vais lui dire bonjour et bonne arrivée. Merci à vous, Faustin. C'est un plaisir de vous retrouver, surtout ces milliers de téléspectateurs, les internautes qui sont à ce net moment branchés sur Web Info TV pour justement être informés. Jenin Touali, nous sommes très heureux, nous l'avons dit. Vous le savez également très bien que les miliciens que vous appelez Wazalendo ont attaqué les positions du M23. C'était hier. Nous sommes à Bukavu. Dites-nous, quelles sont d'abord vos analyses que vous faites sur ces faits? En tout cas, c'était prévisible dès lors que les Wazalendo, je ne sais pas s'il faut considérer, il faut toujours continuer à les appeler comme ça, parce que dans l'esprit même de ces mots, et voir les attitudes que ces jeunes gens ont adoptées, moi j'ai du mal à les appeler les Wazalendo. Permettez. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'un Muzalendo, c'est un patriote. Et un patriote doit se distinguer au travers ses actes, au travers aussi ce qu'il prend comme engagement vis-à-vis de la nation. Et ce que les Wazalendo sont en train de faire aujourd'hui, à un certain moment, ils ne réfléchissent presque plus. Comme par exemple? Quand vous savez que la ville de Bukavu, parce que c'est de Bukavu qu'on parle, Bukavu est aujourd'hui occupée par les M23, et quand les M23, ça donne même à l'installation des différentes autorités au niveau de la ville, même au niveau de la province du Sud Kivu, bien qu'ils ne contrôlent pas la province dans son entièreté, ils ont déjà mis les autorités là-bas. Donc, on peut se dire qu'ils se sont d'abord rassurés qu'ils contrôlent d'une manière, sur le plan sécuritaire, la ville de Bukavu. Alors, les Wazalendo venir faire cette incursion, et ils étaient au nombre de combien? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. En les voyant, quelles sont les armes qui étaient à leur disposition pour venir inquiéter les M23? Parce qu'entrer dans Bukavu, c'est donc pour venir chasser les M23. Alors, on les a vus, des vidéos qui sont devenues aussi virales. On Sur les a les réseaux vus sociaux. justement entrer dans la ville de Bukavu, et tout juste après, ils n'étaient plus visibles dans certaines artères de la ville de Bukavu. Ils ont attaqué principalement les positions du M23 sur les camps TV. Attaquer les positions du M23 tout en sachant qu'ils ne vont pas y arriver. Alors ça, vous allez appeler ça du patriotisme? Je ne crois pas. Bien au contraire, ils sont en train de se sacrifier tout en sachant qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Peut-être qu'il voulait faire passer un message, montrer leur ras-le-bol. Bon, faire passer un message peut-être pour dire nous sommes toujours là. Nous sommes là, oui, peut-être. Alors, pour quelle finalité? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce que les conséquences deviennent toujours incalculables, surtout dans les chefs des populations. Parce que quand ils viennent pour venir affronter les M23, tout en sachant que les M23 sont nombreux en termes d'effectifs à Bukavu par rapport à ces Wazalendo, les groupes de gens que j'ai vus moi personnellement, ils ne sont pas nombreux. Les groupes de gens que j'ai vus, ils n'avaient pas à leur disposition des matériels militaires pour inquiéter les M23. Alors, soit ils voulaient tout simplement s'aimer encore une fois la psychose, créer la panique au sein de la population pour que la population se sente dans une situation où elle n'est pas sécurisée par les M23. Et c'est tout simplement parce qu'ils voyaient déjà une certaine collaboration qui prenait forme entre les M23 et la population, et ils voulaient tout simplement couper cette collaboration. Alors, dans une autre analyse, disons dans une autre forme, on peut considérer ça comme étant, comme je le disais, une panique qu'ils voulaient créer dans la ville de Bukavu. Et cette panique, c'est la population qui est toujours victime. Parce que quand il y a des affrontements, ce sont des civils qui vont justement, qui sont exposés. Rappelez-vous de ce qu'on a vécu ici en ville de Goma, lorsque les mêmes soi-disant Wazalendo. Pourquoi j'ai dit soi-disant Wazalendo? Je ne les considère plus comme étant les Wazalendo. Parce que si je prends les mots Wazalendo, c'est qu'un patriote est appelé à faire, les Wazalendo ne les font plus. Qu'est-ce qu'un patriote? Pourquoi je l'ai dit? Permettez. Aujourd'hui, je crois que nous devons aussi dire la vérité aux gens qui nous suivent. Qu'ils soient d'accord avec ce que nous disons ou pas, mais la vérité reste la vérité. Les Wazalendo, on les a vus avant l'entrée de M23 ici à Goma.
s'est lancé dans des scènes de pillage. Jusqu'au point où ils ont créé une psychose en tirant des balles sans pour autant voir l'ennemi pour eux devant eux. Ils tiraient des balles, et la population était exposée. Vous êtes sûr que c'était les Wazalendo? Mais c'était les Wazalendo, on le voyait, et à un certain moment, eux-mêmes se tapaient la poitrine en disant « Nous, on ne va pas quitter Goma. Nous sommes là et nous sommes prêts à mourir. Mais Goma, on ne va pas quitter Goma. » Mais est-ce qu'ils ont pris le temps de réfléchir en prenant cette décision? Parce que Goma, c'est un milieu qui est surpeuplé, même Bukavu. Mais si vous restez dans la ville et vous savez que les M23 avancent dans la ville, là, vous êtes en train d'exposer la population. Et c'est ce que je ne considère plus comme étant une attitude d'un Mouzalendo, une attitude d'un patriote. C'est que les Wazalendo sont en train de faire. Voilà pourquoi j'ai du mal, moi, personnellement, les appeler Wazalendo. Mais je peux l'accepter parce que c'est le terme qui est aussi connu par les publics. Voilà pourquoi on les appelle comme ça. Alors, à Goma, ils avaient fait la même bêtise. Dire qu'ils vont protéger la ville. On ne le fait pas dans un milieu où il y a plus d'1 million d'habitants. On ne peut pas s'hasarder à commettre ce genre de choses. Mais les Wazalendo l'avaient fait et voilà pourquoi à Goma, on a compté tous ces morts. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qu'on continue toujours, des décors sans vie qu'on continue toujours à découvrir. Ça veut dire que le mal était profond. Et jusque-là, le mal est profond parce qu'il y a même certains Wazalendo qui sont à Goma. Il y a même certains FRDC, oui, qui sont aussi à Goma. Et vous le savez? Mais tout à fait, parce qu'on l'appelle de ceux-là qui occupent aujourd'hui la ville de Goma, les M23 et les M23 bien sûr qui sont là, les M23 FC, ils sont toujours en train d'appeler les Wazalendo de se rendre. Mais il y a certains Wazalendo qui ne veulent pas se rendre parce qu'il y a des armes qui sont toujours dans des maisons déjà. Et c'est pour cela que vous voyez cette insécurité qui prend aussi une forme très inquiétante en ville de Goma. Ça veut dire aujourd'hui, si nous n'arrivons toujours pas à nous mettre d'accord sur les vraies valeurs qui doivent nous caractériser, nous, comme population, nous serons toujours exposés à ce genre d'événements. Malheureusement, c'est la population qui est toujours en train d'en payer les lourds tributs. Jenny Toile, vous n'êtes pas à mesure, ou bien donc vous ne consommez pas l'appellation de ces gens-là, Wazalendo, mais quand même vous pouvez les appeler les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Les volontaires pour la défense de la patrie, est-ce que réellement ils sont en train de défendre la patrie? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Ils sont en train de le faire. Parce que la plupart de ces Wazalendo, dès le départ, c'était une bonne initiative. VDP, Mouzalendo, c'était bon. Mais lorsqu'on n'a pas mis du sérieux dans ces secteurs-là, voilà pourquoi tout le monde, même les bandits des grands chemins, pouvaient s'appeler les Wazalendo. Quelqu'un qui dispose d'une arme pouvait aussi s'appeler Mouzalendo. Et nous tous, on a vu les conséquences pour la ville de Goma. Et à Bukavu, les gens sont en train aussi de connaître les mêmes conséquences. Alors, les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, je ne suis pas aussi d'accord qu'ils défendent valablement la patrie. Parmi eux, il y a ceux-là qui sont les vrais Wazalendo. Ça, je ne peux pas aussi généraliser les choses. Il y a les vrais Wazalendo et il y a aussi les faux. Comme il existe les faux FRDC et les vrais FRDC. Même dans les rangs des M23, il y a les vrais, il y a les faux. Ça existe partout. Mais quand les faux prennent les tirs sur les vrais, vous-même vous connaissez quelles sont les conséquences. Donc alors, pour vous, pour les Wazalendo, ce sont les faux qui prennent les décisions. Justement, ce sont les faux qui prennent les tirs sur les vrais parce qu'ils sont incontrôlés. Aujourd'hui, personne n'est à mesure de nous dire quel est le nombre exact des Wazalendo. Personne n'est à mesure de nous le dire. Comment ils sont positionnés? Où est-ce qu'on peut retrouver les Wazalendo? Ils sont partout, ils sont incontrôlés. On ne sait pas qui dirige les Wazalendo. Tantôt, c'était à un certain moment les députés qui se faisaient passer comme les chefs des Wazalendo. Et à un certain moment, on a compris voilà, rappelez-vous de tous ces termes. À un certain moment, on a compris que c'était en tout cas un fourre-tout où tout le monde pouvait venir faire tout ce qu'il veut. Et voilà, aujourd'hui, les volontaires pour la défense de la patrie, même ces termes-là, moi personnellement, n'arrivent pas à me convaincre. Pourquoi? Parce que quand on veut défendre la patrie, il y a certaines valeurs sur lesquelles on doit s'appuyer. Il y a certains aspects sur lesquels que nous devons mettre en avant pour bien sûr défendre la patrie. Quand vous exposez la population, est-ce que c'est la patrie que vous défendez? Il n'y a pas de patrie sans la population. Mais quand vous exposez la population à la merci des hommes armés, à la merci aussi de ces affrontements, là, vous n'êtes pas en train de défendre la patrie. Voilà pourquoi moi, personnellement, j'ai du mal même à les appeler les volontaires pour la défense de la patrie et j'ai du mal à les considérer comme étant les Wazalendo. Pourquoi? Parce que leurs attitudes prouvent noir sur blanc qu'ils sont hors plaque
qu'ils ne sont plus dans les droits chemins et ils sont en train d'agir, en tout cas différemment de ce que la population avait comme aspiration envers ces gens-là. Jenny Toali, vous êtes en train de dire que, selon ce que moi je comprends, vous êtes en train de dire que les Wazalendo voulaient exposer la population de la ville de Bukavu quand ils ont attaqué les camps TV. Donc, Oui. vous voulez également dire que le président de la République a commis vraiment une grande erreur de les légaliser? Alors, le président de la République, le fait de les légaliser, je ne peux pas considérer ça comme étant une erreur. Parce que ces phénomènes Wazalendo tirent ses origines à l'article 63 de la Constitution, qui donne le courage, non, qui permet à tout Congolais, si vous voyez la menace venir contre les pays, vous avez le droit de défendre les pays. Et quand on dit défendre les pays, ce n'est pas en attaquant, ou disons en mettant à mal vos compatriotes, la population. Ce n'est pas ça défendre les pays. Là, c'est l'article 63. Donc, le président de la République, en lançant cet appel, le président Tshisekedi, c'était déjà bon. Mais là où les choses ont dégénéré, c'est le fait de donner des armes à n'importe qui. Ce sont des gens qu'on a vus dans les groupes armés. Les groupes armés qui faisaient la terreur dans les Massissi, dans les Rutshuru, Walikale, dans plusieurs territoires presque, en province du Nord Kivu, même dans la province du Sud Kivu. Ce sont ces gens-là à qui on a donné des armes. Et nous tous, on a vu disons, le fait de les donner des armes sans pour autant savoir quel est leur effectif exact. On leur a donné des armes sans pour autant savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces armes. Ils ont pris les armes sans pour autant avoir quelqu'un qui peut les contrôler, quelqu'un qui peut être là comme leur guide. On fait ça, on fait cela. Quel est les mobiles même de cette initiative de les donner des armes? On ne savait pas. Alors, les gens encourageaient cela parce qu'ils voyaient la menace s'approcher, bien sûr, des zones occupées par la population. Et tout le monde trouvait cela comme étant aussi installé. Malheureusement, à un certain moment, on a mis les Wazalendo au premier plan et pourtant, ce sont les FRDC qui ont géré défendre la patrie dans ce genre de situations. Mais on a pris les Wazalendo, on les a mis avant, et puis les FARDC venaient tout juste en deuxième ligne. Et moi, je n'ai pas été d'accord avec ça. Et tout ce que nous observons aujourd'hui, ce sont les conséquences. Un autre aspect, aujourd'hui, avec cette situation, quand les Wazalendo surgissent et vouloir déloger les M23, je ne sais pas, à Bukavu ou dans quel milieu, ce n'est pas ça la solution. Les M23 ne vont pas quitter, ça je vous le dis sincèrement, ne vont pas quitter Bukavu, ne vont pas quitter Goma par la pression militaire. Comment expliquer ça, Jenny? Pourquoi je l'ai dit? Tout est possible. Est-ce que vous voyez une armée responsable, prenons les FARDC par exemple, venir s'affronter au M23 en pleine ville de Goma, là où il y a toutes ces populations, venir affronter le M23 à Bukavu, là où on voit tous ces gens à Bukavu? C'est contre les droits internationaux. Premièrement, contre les droits internationaux humanitaires. Deuxièmement, c'est aussi, comme je le disais, exposer toutes ces populations et les dégâts auxquels nous allons assister. Moi, je vous l'ai dit, ce sont des dégâts incalculables. Donc, si on les fait, il faut s'attendre à des conséquences beaucoup plus néfastes. Voilà pourquoi, militairement, c'est impossible. Dans des milieux où il n'y a pas un afflux massif des populations, ça peut se faire. Mais à Goma, à Bukavu, c'est pratiquement impossible. Donc, pour que les M23 puissent quitter la ville de Goma et Bukavu, justement, il y a des voies. Il y a premièrement la voie diplomatique. Et quand on parle de la voie diplomatique, ce sont des pressions qui peuvent venir de partout. Soit l'Union européenne, les États-Unis. Oui, ça s'est fait, mais à faible intensité. À faible intensité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une pression. Si vous faites une pression derrière Laurence Kanyuka, derrière James Kabarebe, vous pouvez même sanctionner le Rwanda. Mais moi, je vous l'ai dit, ce sont tout simplement pour nous flouer. Les vrais commanditaires de tout ça, ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais, si on peut parler de l'implication du Rwanda, le Rwanda est là justement pour... comment dire? Il est là comme un commissionnaire. Mais le Rwanda n'est pas responsable. Ah bon? Qui est le vrai responsable? Les premiers responsables, ça je vous l'ai dit, ce sont les multinationales. Pourquoi? Toutes ces entreprises profitent de tout ce qui se passe en termes d'exploitation minière en République démocratique du Congo. Ce sont ces entreprises qui en profitent en grande partie. Ces entreprises ne sont pas d'accord que la situation puisse redevenir à la normale. Et ces entreprises, comme je vous l'ai dit, sont les vrais commanditaires de tout ce qui se passe. Et sont ces entreprises aujourd'hui qui sont protégées par l'Union européenne, les États-Unis, parce que la plupart de ces entreprises sont occidentales.
Vous voyez, les entreprises canadiennes, les entreprises françaises, les entreprises américaines. Ce sont ces entreprises-là qui sont protégées par l'Union européenne, qui sont protégées par les États-Unis d'Amérique. Et vous pensez, quand l'Union européenne vient pour demander au Rwanda de retirer vos troupes, depuis que les demandes de retrait ont commencé, mais jusque-là, des demandes qui ne trouvent pas de réponse. Vous pensez que c'est un fait anodin ou c'est un fait aussi qui vient qui tombe tout simplement comme un hasard? Je ne crois pas. Ils sont en train de nous flouer en disant que nous condamnons le Rwanda. Les sanctions, les petites sanctions qu'on a vues, mais ces sanctions ne changent pas des choses. Donc, la solution, comme je le disais, c'est soit l'option diplomatique qui doit être beaucoup plus activée avec des gens qui s'y connaissent, pas des gens qu'on ramasse par-ci, par-là pour les mettre. Vous allez représenter la République démocratique du Congo. On vous met dans des missions diplomatiques sans pour autant avoir aussi connaître les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe là-bas. Madame Thérèse Wagner fait très bien comme son travail. Elle n'est pas la seule personne qui doit intervenir dans ce domaine. Oui, c'est vrai, c'est elle la patronne de la diplomatie congolaise, mais elle doit aussi être accompagnée. Parce que la diplomatie, ce n'est pas seulement le fait de voir la ministre des Affaires étrangères, mais il y a aussi des conseillers qui doivent agir, les envoyés spéciaux qu'on met, qui sont là-bas, les ambassadeurs, quel est le rôle qu'ils sont en train de jouer. Mais si on n'arrive pas à bien identifier tout cela, nous serons toujours en train de connaître les mêmes conséquences. Donc, sur le plan diplomatique, s'il y a des demandes beaucoup plus qui pèsent pour demander, par exemple, au M23 de se retirer, peut-être là, on peut obtenir cette solution. Mais en voyant les choses, comment elles se passent, je suis loin de l'admettre aujourd'hui. Mais il y a un autre aspect, et c'est la voie politique. Donc, l'option diplomatique et politique. Sur le plan politique, qu'est-ce qui doit être fait? C'est bien sûr les discussions directes. Ça, je l'ai dit, encore une fois, je le répète. Discussion directe, mais le président République a refusé ça, monsieur. Il peut refuser, mais est-ce qu'il pense que la position qu'il a aujourd'hui, c'est ce qui va résoudre cette crise? Je ne crois pas. Sur le plan politique, qu'est-ce qui doit être fait? C'est bien sûr les discussions entre Congolais. Parmi les M23, il y a des Congolais. Et c'est un mouvement qui se revendique comme étant congolais. Si réellement les M23, c'est un mouvement congolais, qu'on les associe dans les discussions qui doivent être menées sur le plan politique à l'interne. Dans les processus de Nairobi, ou bien de Luanda. Pourquoi à chaque fois, ce sont les étrangers, ou disons c'est à l'étranger qu'on doit résoudre la situation, la crise de la République démocratique du Congo? Donc nous sommes incapables, les Congolais à l'interne, de se mettre d'accord. À Kinshasa, à Lubumbashi, je ne sais pas dans quel millier, on se rencontre là-bas pour discuter autour de toutes ces questions, cette crise, et trouver des réponses. Est-ce que c'est impossible? Je ne crois pas. C'est possible, mais si une fois on s'est fait confiance. Les M23 parmi, il y a des Congolais, qu'on se les dise. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? C'est sur une table qu'on peut discuter autour de ça. Les leaders du M23 disent tous les jours qu'ils ne prônent pas la balkanisation du pays. Ok, qu'on les écoute. Quelles sont vos revendications? Et moi, je pense, toutes les revendications, sur une table, on peut trouver des solutions. Le gouvernement n'est pas appelé à tout cautionner ce qu'il demande, non. Mais quand on discute, il y a des concessions qu'on peut faire. Même le M23 peut changer son cahier des charges une fois en train de discuter. Mais pourquoi on n'arrive pas à se donner cette opportunité? Et pourtant, elle se présente toujours devant nous. Alors, donc, sur le plan politique, c'est possible. Et moi, je crois que c'est la meilleure des solutions. Parce que les conséquences que nous subissons ici à Goma sont très, très compliquées. Pourquoi je l'ai dit? Imaginez aujourd'hui, sur le plan économique, Goma n'existe plus. N'existe plus, bien sûr. Parce sur le plan économique, et sans l'économie, est-ce que vous pensez que les gens peuvent survivre? C'est très compliqué. Donc, il faut déjà songer à ça. Goma fait partie de la République démocratique du Congo. Les habitants de Goma, tout comme des Bukavu, sont des Congolais et ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin que la solution soit trouvée. La position actuelle du président de la République, oui, la position du président de la République actuelle ne nous arrange pas. Mais moi, je comprends le fait pour lui de rester dans cette position parce qu'il avait tenu des propos aussi graves lorsqu'il disait « je ne peux pas discuter avec les terroristes, je ne peux pas dire ça, les patins, je ne peux pas tout ça ». Donc, il y avait des termes qu'il avait employés et aujourd'hui, il a du mal à changer de position. Voilà pourquoi il reste toujours campé. Mais si le Congolais... Quelles sont les conséquences s'il restait vraiment campé sur Nous allons rester dans cette situation parce que je vous ai montré noir sur blanc comment c'est difficile militairement de déloger les M23 ici à Goma. Je vous ai montré combien de fois c'est difficile pour les
les gouvernements congolais aujourd'hui d'obtenir même des retraits sur le plan diplomatique de ces M23. C'est très difficile parce qu'eux aussi utilisent des manœuvres diplomatiques comme le gouvernement congolais. Et à un certain moment, nous sommes en train de payer les prix lourds des erreurs commises bien avant. Parce qu'on le disait, quand vous optez pour la voie diplomatique, il y a des choses qu'on doit éviter. Mais comme ça n'a pas été fait, voilà aujourd'hui, la solution qui se présente devant nous, c'est aussi l'option politique. Qu'on écoute toutes ces forces. Ne vous en faites pas. La crise sécuritaire en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement avec la M23. Même sur le plan politique, il y a aujourd'hui beaucoup de choses sur lesquelles on n'arrive pas à s'accorder avec les politiques. Où est l'opposition aujourd'hui? Quelle est la position de notre opposition vis-à-vis de cette crise? Les Congolais devraient se mettre ensemble pour trouver des solutions. Et opposition majoritaire. Donc, vous soutenez déjà la démarche des catholiques. Oui, justement. Elle est à saluer. Malheureusement, vous-même, vous êtes en train de voir comment est-ce qu'on n'arrive pas à s'accorder même sur cette démarche. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais les présidents catholiques ont dit que même le M23 est pour et le gouvernement est pour. Vous voyez déjà un avantage, le M23 est aussi pour cela. Ça veut dire, si une fois on discute, le M23, donc que ce soit des discussions sécuritaires et politiques, qu'on mette tout ça ensemble, une fois pour toutes, et qu'on trouve des solutions. Même l'opposition, elle aussi, elle a des choses à nous dire. Imaginez aujourd'hui quand on voit une certaine opposition être d'accord ou soutenir directement ou indirectement les actions du M23. Cela veut dire qu'il y a une opposition aussi qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et moi, je le disais, il faut faire attention. Bien que je n'encourage pas le fait de prendre les armes pour revendiquer quelque chose, ou disons pour dire le mal qui est dans le pays. Je n'encourage pas cela. Mais en voyant la lyre où les choses se déroulaient dans le pays, c'était prévisible que nous puissions assister à ce genre de choses. Ah bon? Oui, le conflit armé, on devrait bien sûr les vivre parce qu'il y avait déjà... Les mal étaient profonds dans ce pays. Il y avait déjà les contradictions entre politiques. Mais justement, quand les gens voulaient passer directement, sans pour autant respecter les manœuvres aussi démocratiques, voulaient passer par un coup de force au changement direct de la Constitution. Mais il pouvait y avoir tout simplement des frustrés qui ne sont pas d'accord, parce qu'en changeant la Constitution, on le savait tous, le président de la République et sa famille politique voulaient se donner un temps aussi confortable pour gérer toujours le pays. Mais le président de la République a dit que personne ne peut quand même l'interdire à changer la Constitution parce qu'il est garant de la nation. Avec ces propos, vous pensez que quand le président dit « personne ne peut m'arrêter, moi », qui peut l'arrêter? Et on savait tous sur le plan, en respectant les règles démocratiques, avec bien sûr, par exemple, les marches pacifiques, les pétitions et d'autres choses qui sont prévues par la Constitution, c'était presque impossible. Parce qu'il disait vrai. Autour du président de la République, il est entouré par les caciques. Tous ces gens qui sont autour de lui ont aussi des lois au sein de la population. Ils ont aussi une certaine opinion. Donc ces gens-là, même si on peut, vous, Faustin, vous pouvez vous réveiller et dire à la population de descendre à la rue pour dire non au changement de la Constitution, on ne trouverait pas des gens qui vont vous accompagner. Les gens ne vont pas venir. Alors, face aussi à cette inconscience de la population, il y a des gens qui, malheureusement, ont pris les armes. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, bien au-delà, le M23 a commencé avant que les histoires de la Constitution, la volonté de vouloir changer la Constitution ne soit manifeste. Mais ils avaient déjà commencé. Donc, ça veut dire, à un certain moment, tout ça, avec les mal, la mauvaise gestion qui gangrène toujours les pays, on ne devrait qu'assister à ce genre de conséquences. Donc, il faut plutôt résoudre cela. Sur le plan politique, c'est possible. On peut le faire. Pas pour partager les postes, s'il vous plaît. Ou pour, je ne sais pas, diviser les pays, balkaniser les pays. Ce n'est pas ça. Mais que les Congolais se mettent d'accord. Et une fois, c'est dans les choses d'idées où j'ai la lumière. On peut discuter et trouver des solutions en tant que Congolais. Pas seulement à Nairobi, à Luanda. Non, même ici en République démocratique du Congo, c'est possible de trouver des solutions si une fois on se fait confiance. Alors, Jenny Toali, peut-être nous sommes en train de citer petit à petit avec cette émission. Dites-nous, selon vous, vous êtes chercheur, vous êtes journaliste, quelles sont les raisons qui conduiraient à ces affrontements d'hier entre les Wazalendo et les M23 à Bukavu? Comme je l'ai dit, ça peut s'expliquer sous plusieurs formes. Premièrement, les Wazalendo voulaient montrer qu'ils existent toujours. Ils ne sont pas vaincus. Ils sont là, à Bukavu, et ils peuvent inquiéter les M23. C'était peut-être un message qu'ils voulaient lancer
à l'opinion nationale et internationale, surtout au M23 pour leur dire, nous sommes là. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, de simples paniques. Créer une psychose. Pour montrer que les M23 ont du mal à bien contrôler la ville. Donc, ils voulaient montrer à la population que les gens qui viennent pour vous dire qu'ils sont là en train de vous sécuriser vous trompent. Bien au contraire, nous pouvons s'aimer même la panique. Nous sommes là. C'est ce qu'ils voulaient aussi peut-être faire passer comme message. Malheureusement, je l'ai dit, c'est un mauvais geste. Ça n'a rien donné. Auquel ils se sont lancés. Deuxième chose, ils sont plutôt en train d'exposer la population. Ils ont raté leur théâtre. Moi, je considère ça comme étant... C'était du théâtre, tout simplement. Mais plusieurs Congolais quand même soutiennent cela comme quand même un acte de bravoure. Quel acte de bravoure? Premièrement, Congolais, surtout la diaspora qui nous regarde, j'ai vu les commentaires. Bon, les gens de la diaspora, je ne suis pas contre ce que vous avez comme considération. Mais moi, ce que je peux vous dire, tout simplement, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Tenant compte des faits qui se présentent. Ça, je vous l'ai dit tout simplement. Un groupe de Wazalendo, une dizaine de Wazalendo ne peuvent pas faire face à une armée qui est bien organisée. Quand je dis bien organisée, qui s'est préparée pour faire tout ce qu'elle est en train de faire. Les M23. Militairement, c'est difficile de déloger les M23. Ça, on doit être honnête. Vous êtes en France. Mais pas impossible. Bon, les seuls de la diaspora, ils sont en France, ils sont en Belgique. Je comprends le fait de dire non, il faut les chasser militairement. Vous êtes loin de la menace. Mais nous qui sommes en train de subir tout ça, ici à Goma, je répète, on a connu toute une semaine d'atrocités. Personne qui est prêt, disons, qui est ici à Goma, qui est à Bukavu, ne peut pas accepter que cela puisse se passer. Voilà pourquoi je répète encore une fois, soyons honnêtes envers nous-mêmes et privilégions les valeurs qui nous ont toujours caractérisés. Les Wazalendo, ce qu'ils ont fait, vous considérez ça comme un acte de bravoure, mais je vous dis, c'est voué à l'échec parce que c'est une dizaine. Ils n'ont pas un effectif adéquat. Ils n'ont pas aussi des armes nécessaires pour déloger les M23 ou pour les inquiéter à Bukavu. Donc il faut cesser avec ces aventures et plutôt encourager les bonnes initiatives. Je répète encore une fois, la solution c'est sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Quand on le fait sur le plan politique, ce n'est pas vendre les pays. On peut discuter tout en sachant quelles sont les armes que nous disposons. Et on discute la RDC comme pays avec ceux-là qui sont venus justement pour les M23 et consorts, d'autres Congolais aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres factions qui ont vu les jours au niveau des Lituri avec les Thomas Lubanga. Donc il y a d'autres groupes qui sont en train de se créer pour profiter aussi de cette facilité et aussi c'est faire une santé sécuritaire peut-être ou politique. Il y a d'autres groupes qui sont nés justement dans ces genres d'objectifs. Donc il faut faire attention. Les pays nous appartiennent tous et nous devons privilégier justement ce qui reste encore comme valeur pour les Congolais et non pas tomber encore une fois dans des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Oh, Mouzalendo, oh, ceci, c'est là. Vous exposez la population pour rien et il faut cesser avec ces genres de choses. Les dire ne fait pas de nous, je répète, des gens qui n'aiment pas leur pays. Nous aimons notre pays, voilà pourquoi nous devons rester factuels. Nous devons dire la vérité comme elle se présente et non pas chercher à créer des histoires pour justement faire plaisir à des gens qui ont une opinion qui n'est pas peut-être la même que nous avons. C'est un peu ça, Faustin. Merci la diaspora, vous avez écouté M. Jenny Toilé. Dites-nous alors, vous êtes chercheur, est-ce qu'il n'y avait pas les dégâts humains ou bien matériels hier à Bukavu? Les dégâts, on peut toujours les voir. Les dégâts sur le plan humain, parce que d'abord, quand on voit des gens mourir, comme qui se font appeler les Wazalendo mourir, ce sont là les dégâts. Et à part ça, les M23 qui voulaient aussi se rassurer qu'il n'y a pas de Wazalendo. Et voilà pourquoi vous pouvez observer même, parce qu'en même Wazalendo, c'est difficile de les distinguer d'un simple citoyen qui n'a rien à voir avec cela, parce que ce sont aussi des civils, ils portent des tenues civiles. Et avec armes. Oui, et ce sont, comme je le dis, c'est la population qui est exposée. Comme dégâts, c'est l'effet d'exposer la population. On peut vous voir en train de marcher, peut-être vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment. On vous considère aussi comme un Mouzalendo. On tire ses faux. Par exemple. Donc, ça fait partie aussi des dégâts, la population qui est exposée, et moi, je n'encourage pas cela. Les armes ne doivent pas aussi être dans les chefs des civils. Ça, je n'accepte pas. À Goma aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec cette insécurité? Il y a une crise financière qui bat son plein à Goma. Et quelqu'un qui a son arme,
vous pensez qu'il va subir toujours cette situation? Il quitte chez lui le soir, il sème la terreur, il est en train d'extorquer les paisibles populations, même des gens qui font les banditismes qui forment aussi la nuit. Et moi, je n'encourage pas cela. Pourquoi? Parce qu'il y a les armes qui ont circulé dans la vie, qui continuent toujours à être dans les mains des civils, et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas encourager. Alors, si vous aviez un conseil à prodiguer aux patriotes Wazalendo qui ont attaqué Bukavu cet hier, que serait-il? Que ces Wazalendo qui sont toujours à Bukavu, qu'ils gardent leur mal comme il faut. Je ne peux pas leur dire d'aller dans les radios M23. Je ne peux pas, parce que bon, il y a des gens qui disent les Wazalendo venez rendez-vous au M23. Bon, moi, je ne peux pas leur dire cela. Mais s'ils veulent, ils peuvent le faire. C'est de leur responsabilité. Mais résister, c'est de s'exposer d'abord personnellement et exposer aussi la population. Et là, vous n'êtes pas en train d'aider la population. Bien au contraire, vous exposez cette population. Donc, il faut éviter cela. Vous, comme Wazalendo, si vous aimez bien votre pays, évitez ce genre de choses. Restez calme là où vous êtes, parce qu'il y a ceux-là qui sont à Bukavu, ceux-là qui sont à Goma. Restez calme. Vous pouvez même vous transformer en population, en civil, simple. Et ces personnes ne vont vous tenir guerre. Si vous le faites, sans pour autant extorquer la population de ses biens, vous restez tout simplement calme. C'est possible. Et moi, je crois que c'est la seule attitude, c'est le seul conseil que je peux leur donner pour l'instant. Alors, dites-moi, Jenny Toali, peut-être la dernière question avant de tirer les rideaux de cette production d'aujourd'hui. Est-ce que réellement il y a des conséquences fâcheuses si une fois cette situation d'occupation des villes de Goma et Bukavu continue ou bien perdurer? Il y a des conséquences parce qu'aujourd'hui, les autorités qui sont là, à Bukavu, tout comme à Goma, les autorités actuelles, donc l'M23, l'AFC, n'arrivent toujours pas à trouver aussi de solutions sur les plans économiques. C'est vrai, les banques qui n'ouvrent toujours pas, donc il n'y a pas d'abord des garanties. Et comme il n'y a pas de garantie, ça fait à ce que la population soit aussi, se retrouve seule face à cette situation. On ne sait pas financièrement comment les gens vont vivre à Goma, à Bukavu aussi. Imaginez une ville de Bukavu qui dépend de Goma, qui dépend des villes comme Uvira, des pays limitrophes, le Rwanda, le Burundi, être aussi coincé comme cela, à Bukavu, ça risque d'être aussi pire que Goma. Ça, je vous l'ai dit. Parce que la communication entre Bukavu et d'autres milliers n'est pas aussi bien au rendez-vous. Mais Goma, on a un petit avantage parce qu'avec Bunagana, aujourd'hui, comme il y a déjà cette connexion, mais financièrement, quand il n'y a pas de banque, c'est tout un problème. Donc, c'est pas les conséquences les plus néfastes. D'abord, l'économie qui est par terre aujourd'hui. Et nous risquons encore une fois de revoir l'économie commencer encore à zéro. Ce qui n'est pas aussi bon pour Goma, prenait déjà de l'ampleur sur le plan économique. Alors, sur le plan sécuritaire, c'est bien sûr ce banditisme qui prend forme. Parce que les bandits, imaginez, nous savons tous, la plupart de ces prisonniers, c'était des 40 voleurs qui étaient là-bas. Et aujourd'hui, ils sont en pleine ville, ils commettent des crimes comme pas possible. Et donc, sur le plan sécuritaire, il y a toujours des conséquences fâcheuses. Et les M23 ont toujours dit pain sur la planche. Moi, je l'ai toujours dit. Les M23 doivent se rassurer que la population collabore avec eux. Et pour que la population collabore avec les M23, ils doivent en tout cas créer un climat de confiance entre la population et eux. Les attitudes du genre intimider la population, faire cela, ce n'est pas aussi à encourager. Donc, il faut mettre la population dans une confiance totale pour que cette population collabore avec vous. Les bandits sont au sein de la population. Donc, s'il y a cette collaboration entre les autorités, la population n'a rien à faire. Je l'ai dit et je le répète. Cette même population collaborait avec les FARDC quand c'est eux qui étaient là en train d'assurer la sécurité. Cette population, elle est toujours obligée aussi de collaborer avec les M23. Pour survivre. Pour survivre, pour avoir la sécurité. Ils n'ont pas d'autre choix. Voilà pourquoi la collaboration est une fois de plus à souhaiter. Alors, Jenny Toali, dites-nous, est-ce que le pays ne court pas vraiment à une forme de balkanisation si cette situation perdurait? Bon, la balkanisation, c'est très compliqué. Peut-être sur le plan légal, c'est difficile, mais dans les faits, peut-être nous les vivons. Pourquoi je dis dans les faits? Aujourd'hui, Goma, une décision ne peut pas être prise à Kinshasa
et prendre effet ici. Et prendre effet ici à Goma. C'est difficile. Donc, dans les faits, il y a cette balkanisation. Mais sur le plan légal, le Congo reste toujours les mêmes pays, un seul pays. Indivisible. Les peuples congolais restent un seul peuple. Les gens de Goma et ceux-là qui sont à Kinshasa, nous sommes toujours un seul peuple. Donc, il y a toujours ce dénominateur commun qui est toujours là. Bien que dans les faits, nous voyons que nous sommes un peu séparés de nos compatriotes de Kinshasa, mais nous espérons que cette situation ne restera pas éternelle. Elle va toucher à sa fin. Et pour qu'elle touche à sa fin, ça demande aussi un courage de ces gens-là qui dirigent, par-ci, par-là. Les M23 ici, le gouvernement de Kinshasa là-bas, pour trouver un terrain d'attente et éviter à la population tout ce que nous voyons aujourd'hui. Merci Jenny Toali, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut considérer cela comme votre conclusion? Oui, en tout cas, c'est que les Congolais doivent rester tout simplement unis et ensemble, nous arriverons à trouver des solutions à tous ces problèmes. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission et c'est par ici que nous tirons les rideaux de cette production d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Continuez toujours à travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.